Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. On va parler politique, communication politique et on va parler jeux de société aussi aujourd'hui avec notre invité qui est multifacette et qui sort aussi La Traversée de Paris. Ça vient de sortir, c'est déjà disponible en magasin. Voilà, c'est disponible sur les plateformes, sur Amazon, sur latraversée-de-paris.fr et c'est sorti il y a 3 jours, donc c'est tout chaud. Vous avez marqué travaux, rats, embouteillage, grève, pollution, ordures, camp de migrants, manifs, dealers de crack, activistes du climat, La Traversée de Paris. Le premier qui arrive à la cérémonie d'ouverture des Jeux a gagné. Voilà, j'aurais pu en mettre un peu plus, mais il n'y avait pas assez de place sur la boîte, donc on s'est arrêté là. Mais ouais, il y a matière, ouais. Ça va être un entretien assez drôle. On va essayer de faire un truc différent. On va essayer de faire en même temps une petite partie et parler de ce livre, L'homme politique face au diktat de la com. C'est édité directement. C'est aux instituts Diderot, c'est les presses de l'université. C'est l'Institut Diderot. C'est un laboratoire d'idées dirigé par le philosophe André Comte-Sponville. Et c'est d'accord, ouais. Très bien. Et c'est très intéressant dedans parce que vous parlez notamment de comment l'IA aujourd'hui influence les discours politiques et la communication politique. Alors l'IA influence la communication et le discours, même voire la pensée entre guillemets politique, mais c'est surtout que l'IA formate. Donc toute la question c'est la place de l'idée, du concept, de l'audace à l'heure de l'uniformisation de la pensée et de la parole politique. Donc là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai sujet, parce que dedans, vous reprenez aujourd'hui tous les enjeux, finalement. Vous parlez notamment des politiques, déjà la différence entre le politique professionnel et le politique qui fait ça pour réellement un but social. C'est ça. Vous reprenez tout où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puisque notamment vous dites dès le début du livre, on va jouer juste après au jeu, je voudrais qu'on parle 2 minutes de ce livre, ensuite on revient dessus. Vous dites à un moment, à l'heure où la communication vise alors essentiellement à terroriser, manipuler, convaincre, l'homme politique impose son image, sa version de l'histoire et sa vision du monde par la force. Pourquoi c'était important pour vous de sortir un livre sur ce sujet-là aujourd'hui ? On a oublié de vous présenter. Donc vous êtes François Bellet, vous êtes expert en communication, publicitaire, producteur d'idées, c'est pour ça que vous avez même ce jeu de société, vous êtes multifacette. Multi-casquette, mais ouais, producteur d'idées, c'est-à-dire quelqu'un qui produit des choses, des idées. Alors les idées, elles peuvent être effectivement littéraires, elles peuvent être publicitaires, bien sûr, elles peuvent être culturelles, politiques. L'essentiel, c'est de produire des choses. Et puis donc ça peut être un livre, ça peut être un jeu de société, ça peut être une réflexion, une note, un concert, vous ne vous mettez une pas de exposition. Non, puisque ce qui compte pour moi, en tout cas dans mes travaux, dans ma démarche, c'est l'idée au cœur de tout et au-dessus de tout. Et c'est ça, moi, mon moteur. Mon moteur, c'est de photographier l'époque, de la comprendre et de pouvoir en sortir quelque chose de concret, c'est-à-dire qui reste et puis qui puisse s'ancrer dans le temps. Et donc, dans cette note-là, l'homme politique face au diktat de la com, je suis parti du postulat suivant. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint les limites de la com. Et aujourd'hui, il faut revenir à de la communication politique qui s'appuie sur de l'action. Et en gros, je dis que aujourd'hui, à l'heure du tout com, du tout image, tout le monde aujourd'hui arrive à comprendre les grosses ficelles du marketing politique. Et ça ne fonctionne plus. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui dans une ère multicrise. Les crises, elles sont multiples, diverses, et que là maintenant, ce n'est plus l'heure du verbiage, je dirais, ou de l'apparition permanente, c'est l'heure plus que jamais de l'action. Et donc l'action rime avec communication et ne rime pas avec com. Donc si un homme politique ou une femme politique fait une action et communique là-dessus, on va dire, là ça peut être vertueux. Bien sûr. Aujourd'hui, quand on communique pour se mettre en avant, pour se mettre en scène, ça n'a pas de sens et c'est ça qui vous rebelle aujourd'hui. C'est ce qui m'interpelle et je pense que le gros sujet aujourd'hui dans le champ politique, c'est le diktat de l'apparition permanente et de l'effet d'annonce. Donc aujourd'hui, on ne fait plus que de la politique par de l'effet d'annonce. Ou même du déplacement happening. C'est-à-dire qu'on se déplace, on apparaît pour régler un problème. On parle. Mais maintenant, il faut agir. Voilà. On arrive dans des sociétés d'ultra-communication où il suffit
de gouverner maintenant par les mots. Maintenant, il faut gouverner par les actes. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens l'attendent, le demandent. Donc maintenant, il y a urgence. Et je trouve que c'est une note d'ailleurs intéressante puisque c'est un format court, une 40aine de pages, qui permet de comprendre l'évolution, je dirais, de la communication politique, d'abord avec l'évolution des médias, et de voir qu'aujourd'hui, on en a atteint, on vit l'âge d'or, je dirais, de la com pour la com, et que maintenant, il faut rentrer dans un autre temps, celui vraiment de la politique. Alors, c'est très intéressant, on reviendra sur plusieurs éléments du livre, on va y revenir après. Allons sur ce jeu qui, donc, toujours dans cette même veine, comme vous disiez, de décrire finalement une période de l'histoire aujourd'hui. Donc le but de ce jeu qui représente Paris, c'est on part avec 2 jetons, et il faut aller jusqu'au bout en gardant sa santé mentale. Voilà, c'est ça. Alors là, traverser de la même manière que je peux effectivement m'intéresser et proposer une photographie de la vie politique ou publique, l'idée, c'était effectivement de faire une photographie de l'époque et de Paris, et donc de proposer un jeu vraiment de société. Et donc, on l'a testé, c'est vraiment drôle pour le coup. Et donc, l'idée, c'est effectivement de parcourir Paris, de démarrer d'ailleurs sur la case, de démarrer le parcours zen et souriant, et de finir, d'aller au cœur de Paris, et de stressé et livide. Stressé et livide, voilà. Arrivé sur les genoux. Et on arrive sur les genoux. Donc, c'est un jeu vraiment de société, et j'aime bien mettre ce petit mot entre le jeu et société, vraiment, parce que c'est un jeu dans lequel on retrouve, je dirais, l'ensemble des traits de l'époque moderne. Alors, parce donc, que là, il y a tout, effectivement, les mobilités urbaines qu'on appelle douces. On voit bien aussi la colère qui peut s'exprimer par la grève, par les manifestations. On voit effectivement les problèmes d'insécurité, d'environnement. En fait, il y a une espèce de photographie de l'époque. Parce qu'en une minute, quand vous pensez au Paris actuel, moderne, quelle est votre première pensée en une minute? Non, ce que j'ai voulu fixer comme ça, c'était de dire qu'aujourd'hui, Paris et plus largement les villes sont un peu entre deux mondes. C'est-à-dire qu'on sent qu'avec le Paris, capitale de la France, on sent que on a quitté le monde d'avant, qui était peut-être le Paris, ville lumière, voilà, très artistique et tout, et on a basculé pas totalement dans le Paris du monde d'après, mais on est un peu Paris entre les deux, c'est-à-dire que la façon de circuler, la façon de on est dans une ville en mutation, mais qui est une ville qui mute aussi avec son époque. Et donc moi j'ai eu à cœur de pouvoir photographier ça, de le décrire, d'y mettre vraiment tout sur un plateau de jeu là qui fait 40 cm sur 40. Et l'idée surtout, c'est d'aborder tous les thèmes majeurs de l'époque, de cette époque un peu entre deux, et surtout d'y aller par le prisme du jeu. Donc ça veut dire d'aborder tout un tas de sujets presque anxiogènes, mais qui sont très réalistes. Donc il y a une approche très naturaliste, mais allons par le prisme du ludique, du fun, parce que je pense que l'époque manque cruellement d'humour. Oui, on peut faire passer des idées dures aujourd'hui, mais avec un ton léger. Absolument. On n'est pas obligé de garder... voilà, c'est ça. Et donc il y a eu énormément de contenu produit sur la ville de Paris, et c'est ça qui m'a marqué aussi, motivé depuis quelques années, et donc il fallait aussi proposer un concentré de tout ça, mais avec un ton un peu différent. Ouais, commençons, on n'a qu'à essayer une partie. Vous voulez essayer avec le bleu allez, je vais prendre le bleu. Alors on va voir, est-ce que je vais faire 6 ? Alors, je fais 2. Alors là, 2. Donc je prends mon petit pion, donc je suis toujours zen et souriant, bien sûr. Donc 1, 2, et là je tombe sur une case bleue qui m'invite donc à prendre la carte mobilité urbaine. C'est ça. Et là je tombe sur la carte métro et je lis odeur d'urine, de transpiration et d'œufs pourris. Tous les joueurs reculent de 3 cases. C'est abusé. Donc moi, ça commence mal, parce que je reviens déjà à la case départ. Voilà, à peine commencé, on recule déjà en arrière. C'est ça le but, c'est vraiment de décrire vraiment par le prisme du jeu les difficultés, même d'avancer dans la capitale. Donc voilà, mais vas-y, à toi. Parce qu'il y a les difficultés en métro, les difficultés... Et après, il y a tout un tas d'obstacles, et puis on le verra après, de défis de la vie urbaine. Tout à fait. Et si on attrape 3 cartes santé mentale, on perd le jeu, on est éliminé. On est éliminé, voilà. Donc,
Alors 4. Ouais, je suis allé un petit peu plus loin, je tombais sur une carte verte. Paris tragique. Alors Paris tragique, c'est un quiz, je veux dire piquant, polémique sur Paris et les Jeux Olympiques. Donc je case et c'est moi qui donc lis la question. Donc en 2022, combien de chantiers étaient encore en cours dans les rues de la capitale? Réponse A, près de 5000. Réponse B, près de 8000. Réponse C, près de 10 000. En 2022 En 2022. En 2022. Alors, toutes les questions sont à chaque fois très surprenantes, on va dire. Elles sont surprenantes et surtout, elles sont sourcées. Donc, tout ça, c'est le fruit. Et les réponses aussi sont surprenantes que la question. Ouais, c'est ça. Alors, combien de chantiers? Donc, près de 5000, près de 8000 ou près de 10 000? C'est aléatoire. Je veux dire, la B, 8000. 8000. Et ben donc, c'est 10 000. 10 000. 10 000. Et ben non. Donc, tu n'as pas donc, répondu. je n'avance pas de 3 cases. Tu n'avances pas de 3 cases. Donc, si j'avais eu une carte sentimentale, j'aurais pu... Et voilà, exactement. Bon, alors après, voilà, on continue comme ça. Bon, voilà, je fais 2. Ah bah, vous êtes revenu à 2. Alors, je reviens à 2. Mais alors, par exemple, 2. Alors là, je reprends mobilité urbaine. Alors là, j'ai un vélo. Alors là, vélo... Je découvre donc épreuve de la poussière, du bruit et des travaux. Prends une carte santé mentale. Pour toi, ça craint. Donc là, effectivement, je prends une carte santé mentale qui m'indique montée de stress. Conserve cette carte. Pour toi, ça empire. Donc voilà, je vais commencer à accumuler des cartes santé mentale. Et j'espère que ça ne va pas trop altérer progressivement mon état psychologique au cours de la partie. Et la dernière fois, on avait joué. Et avec la fin de la partie, j'avais dû accumuler 7 cartes sentimentales. Ouais. Et à chaque fois, c'est des trucs où on se dit, OK, ça, c'est vraiment un truc que potentiellement je peux avoir. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment une approche réaliste. Et pourquoi sortir ce jeu avant les JO? Quel était l'intérêt pour vous? C'était d'inscrire. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est une idée, une bonne idée, elle doit sortir aussi au bon moment. Ouais. Donc, j'avais envie de proposer un objet et puis derrière, quand même, une réflexion quand même sur Paris, les Jeux Olympiques, au moment où on en parle le plus. Donc là, on va rentrer moi, on est bientôt à 3 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques et je suis rentré dans un tempo qui m'a paru intéressant de pouvoir sortir ce jeu et donc d'entrer, je dirais, dans le débat public avec une tonalité différente. Voilà. Et donc, pour moi, c'était le bon moment. Et surtout, la tonalité était importante. Voilà, je ne voulais pas rajouter une couche un peu anxiogène sur des sujets qui sont quand même assez puissants. Malgré tout, on voit bien que par le ton et par l'esthétisme, c'est-à-dire une direction artistique, avec des dessins, des illustrations, ça donne tout de suite une couleur et un intérêt différent à un sujet qui est traité constamment par les articles de presse, les journaux, des collectifs. Ça, je laisse ce ton-là à ceux qui le font et qui le font très bien. Moi, j'ai une autre démarche derrière. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut aujourd'hui? Quelle est l'urgence pour vous? C'est-à-dire que dans tout ce qui est dénoncé, rien que là, on a fait 3 coups. On a parlé du problème des métros, du problème des chantiers qui arrivent. Il y a aussi des cartes sur le problème des rats. Ouais. C'est le nombre, on laissera les gens découvrir ça, mais quand vous parlez du nombre de rats présents à Paris, sur ces dernières années, on en compte des millions. Des millions, Les 3 réponses, je crois, c'est 3 millions, 5 millions, 7 millions. C'est ça. Et on se dit, mais donc dans tous les cas, le problème est infernal. Pareil sur la dette de Paris, on en apprend beaucoup. Avec oui. Alors l'idée, c'est vraiment ça. La dette de Paris qui est vers les 10 milliards. Absolument. L'idée, c'est vraiment de balayer l'ensemble des sujets. Alors les sujets peuvent être environnementaux, sécuritaires, effectivement liés au transport, au logement d'ailleurs. C'est de balayer effectivement l'ensemble des sujets sur une ville, encore une fois, qui est pour moi entre deux temps. On sent que la ville est en train de se renouveler, de se rechercher, et que le monde d'avant paraît un peu lointain, c'est-à-dire le monde d'avant, c'est le Paris d'avant. Et aujourd'hui, Paris a besoin de se réinventer, sauf que avant de se réinventer et de trouver un peu, je veux dire, sa place, vraiment, on passe une période, je dirais, un peu de chaos. On est dans une période de transition, selon vous? On est dans une période de transition à tous les points de vue. C'est quoi, pour les Français ou juste les Parisiens, là, on parle? Non, globalement. Je pense que globalement, on a quitté un monde, même si je veux faire un lien avec aussi le journalisme et les médias, on sent qu'on
les modèles sont en train d'évoluer, la façon de travailler, la façon de consommer de l'information, la façon de... Oui, c'est ça, le rapport au travail a évolué, la façon effectivement de consommer, entre guillemets, de l'information, le temps, la notion du temps, l'instantanéité, c'est des choses qui sont aujourd'hui propres à l'époque actuelle, mais quelque part, on s'adapte. En fait, on n'est jamais préparé à des mouvements. Donc, je pense que les villes, les grandes métropoles sont sont en pleine transition, cherchent un modèle, mais comme l'ensemble des acteurs, je dirais, de la vie aujourd'hui. Et quelle est l'urgence là-dedans? C'est-à-dire que là, quand on voit ce jeu, et à la fin, alors effectivement, c'est un jeu très drôle parce qu'on avance, on doit reculer, on est obligé de reculer, on essaie d'avancer, mais on recule. C'est finalement, on prend des cartes de santé mentale. À la fin, quel est le gros problème aujourd'hui qui est la première victime? C'est forcément le citoyen, celui qui du coup arrive en aval, qui subit l'organisation sociétale que les politiques proposent. Quel est votre regard aujourd'hui sur les citoyens en France? Alors d'abord, la première urgence, c'est de se marrer. Parce que c'est vrai que... Non, mais... Parce qu'on rigole beaucoup moins. Il y a une dimension, non, mais il y a une dimension un peu satirique, humoristique, qu'il faut quand même intégrer. Pour moi, dès qu'on commence effectivement à aborder un peu, soit à rentrer dans le débat public, enfin, tout est grave tout le temps. Alors effectivement, la vie est grave, les sujets aujourd'hui sont majeurs et sont souvent très anxiogènes, mais il faut pas non plus perdre effectivement cette dimension un peu légère et prendre parfois le recul sur ce qu'on vit. Donc d'abord, se marrer et prendre conscience. Et prendre conscience par un travail de synthèse. Alors il n'y a pas forcément, je dirais, un thème qui ressort plus que les autres, mais c'est justement le cumul de l'ensemble des thématiques qui permettent d'avoir une photographie pleine et entière du sujet. Et là, on se rend compte effectivement que on a un peu basculé dans un autre monde. Voilà. Allez, jetons le dé. On s'en refait un 2. 2, décidément. Alors ça, celles-là, elles sont horribles, les découvertes touristiques. Alors voilà, ça c'est drôle ça. Avec marqué. Alors, donc c'est un jeu qui est en fait un jeu 3 en 1. C'est à la fois un jeu de plateau, un quiz et un jeu de dés. Et alors dans le jeu de dés, là on arrive sur la case découverte touristique. Et donc là, ce sont des défis de la vie urbaine. Donc là, par exemple, c'est une attaque surprise par une meute de rats. Donc là, tu jettes le dé. Donc, si tu fais pair, tu réussis l'épreuve et t'avances sur le parcours du nombre qui est indiqué par le dé. Et si tu fais impair, là, tu recules. Donc là, ce qui arrive souvent, c'est qu'on va faire 5 et on va reculer de 5 cases. Voilà. Mais là, je le sens bien, là. 2. Et 2, voilà, pair. Donc allez. Là, t'avances. Et j'ai encore une carte. Voilà. Alors, donc là, t'arrives du côté des Champs-Élysées. Ah bah, pas mal. Alors, tiens, en 2022, combien de FPS? Le FPS, c'est le forfait post-stationnement, ont-ils été dressés? C'est les amendes de stationnement, donc. C'est les amendes de stationnement. Donc, combien de FPF ont-ils été dressés à Paris? 2 millions, réponse A. 3 millions, réponse B. 5 millions, réponse C. Je pense qu'on peut en faire beaucoup de ce jeu-là, parce que j'ai eu cette carte-là la semaine dernière, et je me souviens déjà plus de la réponse. Bah ouais, mais c'est le problème de l'époque des chiffres, du quantitatif en permanence. 2 trop, la C. Ouais, je veux dire la C. 5 millions, bien joué. C'était ça? Ouais. 5 millions, on est presque pas content de la réponse. Parce 5 millions, non mais c'est énorme. C'est horrible de se dire ça. 5 millions, et tout de suite, bon, au moins on a un chiffre. Ouais. Et puis après, il y a d'autres, si vous voulez, il y a d'autres cartes qui viennent enrichir cette thématique du stationnement, du coût, de ce que ça rapporte à la ville. Donc à chaque fois, c'est un jeu où à la fois on sort peut-être plus énervé, puisqu'on n'oublie pas qu'on finit stressé et livide, et en même temps, par contre, on en sort plus informé. Ah, ça, c'est intéressant, sur tout un tas de thématiques, de sujets. Donc voilà, donc toi, tu continues, tu as traversé de Paris. Et on remet cette carte sous le paquet. Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous pensez au stationnement sur Paris? Et on en parlait même hors micro quand vous êtes arrivé dans les bureaux. Aujourd'hui, le citoyen en général se sent traqué avec les radars. On dit souvent cette expression de ça c'est puisque ça ramène de l'argent. On a l'impression que finalement on n'est plus contrôlé pour éviter qu'il y ait des accidents ou ce genre de trucs. Là, on a l'impression d'être surcontrôlé pour que ça rapporte de l'argent. C'est un sujet où les gens en parlent avec leur famille, mais sur un plateau de médias, on n'en parle jamais de ce problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais là, il y a plusieurs sujets. D'abord, ça pose le premier sujet, c'est celle des mobilités urbaines. Donc, difficulté d'avancer déjà dans Paris, mais globalement dans les grandes villes.
Donc, on a difficulté d'avancer, puisqu'en fait, il y a de plus en plus de moyens de locomotion donc, qui doivent cohabiter. Ça, ici, c'est nouveau, parce que la ville, elle n'a pas forcément été pensée comme ça. Donc, il y a la voiture, mais il y a aussi les trottinettes, il y a les bus, il y a les taxis. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quand vous dites la ville n'a pas été pensée comme ça, c'est-à-dire qu'on amène la ville dans une direction disons que, qui est incohérente avec son développement depuis des siècles. Effectivement, la ville a été construite. Effectivement, il n'y avait pas tous ces moyens de locomotion. Donc, à un moment donné, il y a le monde d'avant qui se confronte au monde de maintenant avec à la fois les nouvelles technologies, mais surtout voilà, les nouveaux moyens on n'est plus à l'heure effectivement du vélo, de la calèche ou autre. Donc maintenant, il y a les trottinettes, le monoroue. D'ailleurs, dans ces mobilités urbaines, dans le jeu propose 11 moyens de locomotion pour pouvoir avancer. Dont le Segway. Voilà, donc on peut avancer avec le monoroue, la trottinette, le bus, le RER, le métro, bon, tout un tas de trucs comme ça. Donc, difficulté, moi ce que j'ai voulu vraiment marquer, c'est difficulté d'avancer, difficulté de s'arrêter, donc de stationner. Et puis ensuite, tout ça pose la question de la liberté, c'est-à-dire la gratuité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on avance, on a déjà du mal d'avancer, mais en plus, on peut être effectivement flashé, contrôlé, verbalisé. Ensuite, quand on est arrêté, là, ça aussi, ça renvoie aussi au business, effectivement, du stationnement, des amendes. Des fois même, on a des amendes, mais on a payé. Donc là, ça renvoie au business. Et donc, c'est tout un tas de sujets qui renvoient effectivement aux mobilités urbaines et qui permet d'avoir quelques informations, quelques billes sur le sujet, en fait. Bien sûr. C'est ça qui m'a intéressé. Alors du coup, comme j'ai répondu bon, j'avance de 3 cases, hein, voilà, c'est bien ça. Ouais. Donc là, t'as joué. Alors à moi, donc moi 3, 1... Alors, attends, 1, 2, 3. Donc là, je reviens encore avec mobilité. Décidément, la mobilité urbaine, donc ça fait une bonne transition. Donc là, par exemple, je prends la trottinette. Alors là, c'est intéressant parce que la trottinette donc chute à cause d'un nid de poule sur la chaussée. Donc ça, je crois que beaucoup de nos auditeurs ou téléspectateurs se reconnaîtront. Et là, on me propose quoi? Échange ta position sur le jeu avec celle du joueur de ton choix. On me dit c'est cadeau ou pas. Donc là, moi, je décide là, et ça m'arrange. Donc moi, j'étais derrière, je prends ta place et toi, moi, je file là-bas. Tu files derrière. Et en fait, c'est tout l'intérêt du jeu. De péter des câbles. De péter des câbles. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier peut être le premier se retrouve dernier, on échange de place. Après, on peut voir il y a d'autres moments dans le jeu où on pousse un peu comme dans le métro l'autre joueur pour trouver sa place, on permute, on échange, on change de place. Donc ça bouge, voilà. Et voilà, donc je me retrouve donc là je me retrouve du côté du Moulin Rouge. Mais le Moulin Rouge a gardé ses ailes dans notre jeu. C'est-à-dire parce que le Moulin Rouge a perdu ses ailes la semaine dernière. Oui. Voilà. Okay. Donc on a pas... c'est dur d'actualiser. Déjà, il faut le dire, c'est un très beau plateau, le dessinateur qui a fait ça. On rendre hommage exactement, son travail. Complètement. Alors, on va retirer un coup. Et donc, alors, ce livre, on s'était arrêté tout à l'heure. On avait commencé à évoquer ce livre qui est très intéressant. Alors oui, l'IA, on n'a pas approfondi l'idée. On en a parlé tout au début. Vous vous rappelez d'ailleurs... Attends, je joue vite fait. Je joue en même temps. 2, 3, 4. Je suis aussi sur mobilité réduite. Alors, je vais tirer ma carte après. Donc, vous parliez à un moment de la proposition de faire une pause technologique, finalement, là-dessus, puisque vous... alors, tiens, on va faire une petite marque ici. La pause technologique, elle a été... elle a été lancée, c'était une idée qui avait été lancée par tous les leaders de la tech, dont Elon Musk. Elon Musk, Steve Wozniak, un des cofondateurs d'Apple, Noam Chomsky, un des fondateurs, alors caractère AI, je sais pas, mais donc ça veut dire qu'il travaille. Bien sûr. Ouais. Et donc qui disent on va trop loin là, si on va perdre le contrôle, si on ne fait pas c'est une pause technologique pour méditer sur le sujet. Ils ont proposé effectivement de faire une pause, de se dire voilà, est-ce qu'on est... Alors la question c'est pas est-ce qu'on a été trop loin, c'est est-ce qu'on va trop vite. Trop vite et qu'on risque d'aller trop loin dans le futur. Et qu'on risque d'aller trop loin. Le problème, c'est que là, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quelle est la part à la fois de sincérité, mais surtout de l'effet d'annonce. Donc, une fois qu'on a dit ça, que le médiatique, voire le politique, encore que très peu de politiques s'emparent réellement de ce sujet, ça me pose réellement problème. Et
Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que le médiatique a relayé effectivement cette grande tribune, quoi, signée par effectivement tous les leaders de la tech, ceux qui portent effectivement l'IA, dont Elon Musk. Mais donc du coup, où on en est aujourd'hui, est-ce qu'on l'a réellement respecté? Je crois pas. Je pense que c'est aussi peut-être d'ailleurs peut-être une course entre eux. Est-ce que ceux qui demandent une pause ne sont pas ceux finalement qui ont un peu de retard sur leur objectif? Alors parce que c'est souvent ce qu'on dit, parce qu'il y a aussi certains demandent une pause technologique en général sur tout le progrès technologique. Aujourd'hui, ça va trop vite. Si on prend, il y a à peine 15 ans, il n'y avait pas toutes les tablettes et Bien sûr. tous ces éléments. Aujourd'hui, on en vient même jusqu'à l'AI. Donc, tout va trop vite. Et quand on parle de faire une pause technologique, de méditer sur ce qu'on est en train de vivre pour prendre du recul, voilà, les principaux acteurs du monde technologique, scientifique, vont dire « Ah ben non, si on fait une pause technologique, nous, par exemple, en France, on va prendre, en 6 mois, on va prendre 2 ans de retard sur l'Inde, tout ça, ou n'importe qui. » Donc, du coup, finalement, on est dans une compétition qui bouffe les gens à ce niveau-là. Et alors, surtout, s'il y a des acteurs qui ne doivent pas prendre de pause, c'est le politique. Sur ce sujet, justement, il doit travailler plus que les autres pour déjà comprendre le sujet mieux que les autres. Il y a très peu, finalement, de politiques de premier plan qui prennent la mesure de ce qu'on est en train de vivre et de ce qui va se passer. Parce que la prochaine crise, ça sera celle-ci. La robotisation du monde, ça pose question. Et donc des impacts dans le milieu du travail ou autre. Je veux dire, on a l'impression que ça va être la prochaine crise que le politique devra gérer. Et d'ailleurs, devra mal gérer. Parce que anticiper, c'est d'abord, comprendre bien le problème, les enjeux, et ensuite peut-être de remettre du politique dans un sujet qui est aujourd'hui dominé par l'économique. Et donc, parce que là, quand vous parlez de l'IA dans le politique, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est de dire qu'il y a des images qui sont construites. Quand on voit Emmanuel Macron tout seul dans Paris, c'est construit artificiellement par alors ça, les deepfakes et tout ça. Alors ça, je pense que ça relève plus du spectacle, hein, que ce soit effectivement la mise en scène d'Emmanuel Macron ou du pape avec une énorme doudoune blanche Mais c'est pas ce qui vous inquiète le plus. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus avec les... ce qui m'inquiète, c'est que le politique n'anticipe pas, ne comprend pas le problème. Alors que là, tout à l'heure, on parle. Qu'est-ce qu'il devrait comprendre? Aujourd'hui, là tout à l'heure, on disait, pour faire le pont avec la ville de Paris est entre deux mondes. Moi, je pense aussi que le citoyen et le politique est aussi entre deux mondes. C'est-à-dire le monde d'avant, le monde d'après. Le monde d'avant, on l'a quitté. On sent que la manière, encore une fois, de travailler, le rapport des gens, surtout un tas de sujets, est en train d'évoluer et qu'on n'est pas encore complètement basculer dans le monde d'après, c'est-à-dire le modèle n'est pas encore, le paradigme n'est pas encore bien dessiné, établi. Et moi je dis que les nouvelles technologies avancent et qu'il faut comprendre d'abord comment elles fonctionnent et quels vont être leur impact dans la vie quotidienne et sur tout un tas de sujets. Alors bon, des fois ça peut être très, très intéressant sur je dirais les transports, des choses comme ça, sur la donnée, mais sur tout un tas d'autres sujets, ça peut être problématique. Je parle du travail, ça peut être aussi la surveillance, ça peut être tout un tas de sujets où le politique doit vraiment prendre les choses en considération et pas faire de la com. Il est très peu présent sur ces questions-là, et j'ai peur que déjà on n'ait pas vu venir le virage des réseaux sociaux en France et plus largement en Europe. On a très très mal préempté, anticipé le numérique et ses impacts. Dans le passé, vous dans le passé. D'accord. Et j'ai peur qu'on subisse à nouveau cette déferlante de la révolution de l'intelligence artificielle plus largement qui va arriver, en tout cas qui est déjà là. Alors parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est vous mettez, en fait, finalement, c'est en 40 pages dans ce petit livre, c'est un condensé de beaucoup d'exemples d'incohérences, d'actions politiques. Là, vous mettez à un moment Bruno Le Maire, je crois, qui s'essaie justement à créer un discours politique à travers ChatGPT et dit que alors je ne sais plus quels étaient les termes, mais il dit que c'était probant, c'était intéressant, plutôt bien fait. Oui, l'exemple que je prends, c'est qu'il a interrogé
ChatGPT sur le dirigeant chinois, je crois, de mémoire. Oui, ouais, c'est ça. Et en gros, ChatGPT lui a sorti une note, quoi, enfin une note comme pourraient faire des conseillers. Et sauf que c'est intéressant, c'est qu'en fait la machine, je dirais, donne du contenu aux politiques et formate aussi un contenu. C'est-à-dire, elle lui fait peut-être gagner du temps, mais il ne fait absolument pas gagner de la valeur et du contenu. Et je pense qu'aujourd'hui, l'authenticité est très très importante dans le champ politique. On en a assez peu finalement, et surtout du bon sens et du courage. Authenticité, bon sens, courage. Je pense que c'est ça qui manque cruellement au champ politique, et la machine n'a pas ça. Alors tiens, je vais avancer jusqu'à une mobilité. Donc là, j'ai taxi, route bloquée à cause d'activistes du climat. La main collée à la route, reste sur ta case, désolé. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est des autres... c'est aussi un marqueur de l'époque, puisqu'on parle du climat, les activistes, les modes entre guillemets opératoires, que ce soit dans les musées ou dans la rue. Et ça aussi, c'est particulièrement nouveau, et c'était pour moi important simplement de photographier et de fixer l'époque. Voilà. Alors quoi exactement? Parce que c'est bon on peut se dire, c'est bon que les citoyens manifestent quelle que soit leur valeur, et voilà, s'ils se rassemblent en collectif. Non, je ne remets pas en cause du tout le fait de, comment dirais-je, d'exprimer une colère, des revendications. Au contraire, c'est tout à fait légitime. Ce qui, moi, m'a amusé, c'est effectivement d'abord les activistes du climat. Cette notion d'activiste du climat n'existait pas, ou très très peu, il y a encore quelques années. Donc c'était important pour moi de l'intégrer dans le jeu. Et ce qui m'amuse aussi, c'est effectivement le mode opératoire. Donc de se cimenter, de coller, c'est même pas coller, c'est cimenter les mains bétonnées sur la route. Ça, c'est particulièrement nouveau et c'est propre à notre époque. Et donc ça avait aussi pour moi de l'intérêt dans le jeu, pour une raison simple, c'est que le but du jeu, moi, c'est de circuler, c'est de traverser Paris. Et donc, ça fait partie des découvertes touristiques et donc des épreuves de la vie urbaine et contemporaine. Voilà. Tout à fait, on comprend bien. Alors, tenez, allez-y, un petit coup. Allez, est-ce que je vais faire 6 ? On va se refaire. Je pense pas qu'on finira le plateau devant l'émission. Non. Bon, j'ai fait 5, donc je suis le bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah décidément, encore, mobilité on va toutes urbaine. les faire. Allez, tiens, taxi. Alors décidément, tout est cohérent. Alors taxi, là, c'est nouveau jour de grève et de manifestation. Donc, tout est cohérent. Effectivement, tout est cohérent. Donc là, tous les joueurs reculent de 3 cases, c'est abusé. Donc là, je repars en arrière, moi, et toi derrière. 3 cases, allez, c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 4. Bon, je repars en avant. Et là, c'est encore la découverte touristique. Installation d'un camp de migrants sans abri. Voilà, donc là, pour le passer, t'as fait 3. Donc je refais 3, donc je repars en arrière. Tu ne le passes pas, donc tu reviens derrière. Carte santé mentale. Les camps de migrants, quel est votre regard dessus aujourd'hui? C'est pareil, c'est ce qu'on voit sur Paris, c'est que même les centres en général d'hébergement sont complètement débordés, on doit prendre des gymnases. En plus, dans Paris, il n'y a plus vraiment d'espace public. Ouais. Quand on doit arriver à prendre les gymnases où donc des activités sportives sont organisées, on doit les réquisitionner pour les mettre c'est très bien que des gens soient logés. Là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi n'y a-t-il pas plus d'espace public et que tout est privé, alors qu'en plus, il y a beaucoup d'espaces désaffectés avec des commerces qui ont fermé. Et finalement, on a l'impression, juste en une phrase, de se dire, mais ok, plus rien n'est cohérent. Ouais. Non, plus rien n'est cohérent. Alors moi, sur le sujet, effectivement, des camps de migrants, comme tu dis, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est la manière... et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions sur ce sujet dont on a, je dirais, dont on les a poussés à quitter la ville. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir la dualité Paris et province. C'est-à-dire, voilà, les migrants, on traite partiellement le problème à Paris en invitant à aller peut-être dans des villes plus moyennes ou même dans des campagnes. Mais pour ça, pourquoi on a fait ça? Pour rendre une ville plus olympique. On a l'impression qu'on a poussé un peu tous les problèmes, et notamment les SDF, c'est exactement pareil.
pour présenter une ville très touristique, plus Emily in Paris, quoi. Les SDF, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce qui se passe là en ce moment. C'est que le maire d'Orléans a dit qu'il n'était même pas au courant, il n'y a rien d'officiel, et qu'il voit des cars de bus arriver de Paris remplis de 50-60 SDF. Exactement. On est là, on se dit, c'est un truc de film. Donc ça n'est même pas officiel. Il y a un maire qui dit, attention, là j'ai ça, comment ça m'arrive, parce que moi je peux pas gérer ça. Donc là, on commence déjà à envoyer à 1 heure de Paris dans des bus. Et alors les SDF, certains ont été retrouvés, même il y a un reportage du Parisien, on va essayer nous d'aller faire un reportage, c'était très, très peu traité par les journalistes. Et la journaliste du Parisien va voir dans des motels, on les installe dans des motels, donc c'est-à-dire que on ne sait même pas qui les paye. Est-ce que c'est la ville de Paris, bien sûr, avec de l'argent public, avec des impôts, bien sûr, qui va payer du coup des cars pour aller mettre et payer la chambre d'hôtel jusqu'à on ne sait pas combien de temps, peut-être pour 3 mois. Et les SDF disent, alors c'est très bien pour eux parce qu'il faut gérer la situation. Sauf qu'on s'en réveille, ça n'est pas fait. On peut se dire, selon certaines valeurs, c'est fait pour les écarter de Paris au moment où on les écarte pour faire un Paris qui n'est pas le Paris d'aujourd'hui. Et le plateau de jeu, d'ailleurs, propose cette vision-là. C'est-à-dire que sur le plateau, on voit bien qu'il y a un Paris tout beau, très olympique, effectivement assez verdoyant. Et puis derrière, il y a effectivement les manifs, les grèves, les collines du Crac. En fait, il y a une partie invisible qui fait mal, qu'on veut pas voir. Mais ça veut dire que c'est une négation du réel, finalement. C'est une négation du réel. Et ça pose problème. Mais moi, encore une fois, j'aborde ces sujets-là. Ça, c'est des sujets particulièrement nouveaux, mais pas un autre prisme, effectivement, de celui du jeu. C'est une question que j'aurais voulu vous poser plus tôt. Quel est votre intérêt à vous à traiter cela? Vous avez travaillé avec des hommes et des femmes politiques en tant que publicitaire, en tant qu'expert, en tant que consultant en communication. Pourquoi aujourd'hui vous rebeller d'une certaine manière contre cela, vous sortez ce jeu? Quel est votre intérêt à vous? Alors moi, je ne travaille pas pour Quelles sont vos valeurs, etc. Alors moi, je ne travaille pas pour le politique, par contre, je le décrypte. Et j'essaye de le comprendre. Encore une fois, tout à l'heure, le mot-clé, c'est un peu la mutation. Parler de la mutation des villes et de la ville de Paris. Le politique est aussi en train de muter dans son profil, dans sa façon de faire de la com pour la com. Donc moi, ça m'apporte effectivement de comprendre et de décoder pour essayer de donner les clés de la parole politique et du politique. Donc c'est vraiment une mission d'analyste, de regard pur, factuel. Voilà, l'idée c'est d'avoir une critique du spectacle politique. Moi, cette notion de spectacle est intéressante dans mes travaux et me pousse toujours à essayer de décrypter quand je parle de la com pour la com, c'est vraiment ce nouveau spectacle politique en permanence, cette mise en scène globale et totale chez les acteurs de la vie politique. Et puis essayer effectivement de donner quelques clés. Et voilà. Donc si je peux effectivement apporter ça, je suis content de le faire, quoi. Alors la carte que j'avais eue, moi j'étais tombé sur une santé mentale et je pense que beaucoup peuvent se retrouver dedans, sensation d'oppression. Ouais, c'est ça. Je pense que là, sur Paris, beaucoup conservent cette carte, parce que des fois on peut la donner, elle se conserve, donc j'ai pas le choix. Non, mais cette sensation d'oppression, elle effectivement, elle est réelle, elle pose aussi d'autres questions qui sont aussi traitées dans le jeu, c'est l'oppression par rapport à cet esthétisme des travaux. Et donc il y a peut-être aussi une espèce de violence, de ville qui mute, avec des travaux, avec des chantiers en cours. Et donc du coup, il y a effectivement cette oppression qu'on a essayé d'exprimer effectivement dans le jeu. Alors à la fois dans le quiz, mais aussi dans le plateau qui est extrêmement chargé, un peu à la manière d'un chercher-trouve. Donc il y a beaucoup de choses parce qu'on voulait vraiment exprimer ce sentiment d'oppression et de promiscuité dans la vie quotidienne. Ça aurait été intéressant de faire cet entretien aussi avec un psychologue. Oui, c'est ça. Décrypter, il aurait fallu. Alors tiens, on va se refaire à quelques petits tours avant la fin de l'entretien. 3. Encore mobilité. Décidément, je suis l'homme des mobilités urbaines. Rien n'a été préparé là-dessus. Donc là, RER, coincé 2 heures dans le noir en raison d'une panne sur un train. Là, je n'échappe pas, je prends la carte santé mentale et qui me dit envie de s'arracher les cheveux. Voilà.
Donc là, déjà, 2 cartes de santé mentale. Hein. Ouais, 3, là, c'est l'élimination. Ouais, là, ça va vite. On peut quand même continuer après. Ouais, oui, alors après... Alors, de retour sur une case que j'avais déjà faite tout à l'heure. Voilà, Alors, je vais avancer code d'art. Tiens, on va essayer de faire les cartes paris tragiques. Un petit quiz. Voilà, parce que c'est pas mal de questions qu'on montre un petit peu. Quelle est, selon une étude, la pire journée de la semaine pour prendre la voiture à Paris? Réponse A, le lundi. Réponse B, le mardi. Réponse C, le jeudi. Le pire jour? Ouais. Lundi, mardi ou jeudi? Voilà. C'est intéressant, ça. Le lundi, c'est là où il y a le plus de monde sur la route. Eh ben non, c'est le jeudi. Le jeudi. Eh oui. Alors j'ai trouvé ça, en le faisant, j'ai trouvé ça assez marrant parce que spontanément, j'aurais dit aussi le lundi. Ouais, démarrage de la semaine et tout. Monde, Eh ben non, c'est le jeudi. Donc pourquoi, là, pareil. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ah, je sais pas. Non, c'est nul. Non. ça c'est peut-être. Ça faut trouver. Faut trouver après. Faut trouver en ligne. Allez, on s'en fait un dernier tour. Allez. 1. Ah bah, alors là, moi, touristique. Altercation entre commerçants, riverains et mineurs isolés. Voilà. Donc là, je le sens bien. Là. À chaque fois, c'est des trucs, on peut se dire, j'ai vu un article dessus. Oui, voilà. Donc il y a tout un tas d'épreuves qui sont effectivement... Ça passe par ici. Attends, là, ah bah tiens, 1, 2, 3, 4. Allez. Mon tour. Oui, c'est que des trucs dans lesquels on peut se reconnaître, on se dit, j'ai déjà vu ça. Oui, c'est à chaque fois, ça fait. Il y a quand même eu un gros travail de documentation, d'articles de presse. Pourquoi? Parce qu'on a eu, nous, il a fallu faire des arbitrages. Dire, tiens, on va traiter de tel sujet, les coupures de gaz, tout le quartier dans le noir, tout un tas de trucs, les mouvements de foule. Tout ça, ça a fait partie d'un pari. Donc, ça s'est réellement passé. Tout à fait. Voilà. Alors, le quiz. En théorie, combien de descendants pourrait donner un couple de rats, on en parlait des rats tout à l'heure, en seulement 1 an? Alors ça, c'est dingue. 5 000, 10 000 ou 15 000. Donc, dans tous les cas, ça veut dire qu'un couple de rats fait des milliers de descendants en un an. Wow. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand on s'intéresse à la problématique des rats à Paris. De dire oui, il y en a beaucoup, mais c'est surtout il y a une prolifération. Incroyable. Mais il y a quelques années encore, alors pour ceux qui ne vivent pas dans Paris, et même ceux qui sont passés en vacances, le voyaient, à Châtelet, c'était... incroyable, ou même à la gare Montparnasse, mais à Châtelet, c'était incroyable combien on pouvait en croiser. En allant sur la Fontaine des Innocents, qui est une forme de une sorte de place centrale, on pouvait en croiser facilement une trentaine, quarantaine, cinquantaine alors peut-être que certains vont dire non, c'est pas autant, mais si, on en voyait vraiment. Et qui circulait sous les jambes des gens, etc. Alors c'est pareil, c'est-à-dire que c'est très drôle, parce que finalement, à 6 mois des JO, ils ont presque tous éradiqués, je n'en vois plus. Et certains on avait dans leurs appartements, même des rats, ou des souris. On les a peut-être mis dans un bus direction vers Orléans, je sais pas. Mais en tout cas, donc c'est très bien d'avoir fait ce travail de nettoyage de la ville à ce niveau-là. Mais encore une fois, on sent que ce n'est pas fait pour des valeurs précises, c'est vraiment fait pour la valeur, c'est le paraître pour une ville propre à 6 mois des JO et au moment des JO. Mais pour tous ceux qui vivent dans Paris au quotidien, on sent qu'il y a un laisser-aller. Et c'est une autre question qui est là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit la dette de Paris, on comprend, quand on voit 10 milliards de dettes, on se dit, mais... le citoyen peut comprendre qu'il est... C'est-à-dire, on peut se dire, mais peu importe comment je vais être représenté, dans tous les cas, je suis dans un pays où on a pu... où on met pas notre argent au bon endroit. C'est ça. Et puis... Alors donc du coup, combien? Je 5 sais pas. 10 000, 15 000. Moi, je vais dire 5 000. 5 000. C'est pas vous qui avez fait les questions, vous connaissez un pas petit peu. 5 000, c'est ça. Non, mais 5 000, non, mais je trouve que ça met en perspective. Se dire, bon, voilà, on est quand même face à un sujet qui... On est face à un vrai problème. Un vrai problème. La ville est face à un vrai problème. Mais à un moment donné, le problème... Donc 5 000 en 1 an, potentiellement, c'est énorme. Alors on s'y arrête plus, on n'arrive pas à s'arrêter sur ce jeu. Et hop là, j'ai quoi? Donc je tombe sur encore une découverte touristique, démonstration du maniement de la machette par un modou. Voilà, c'est ça. Alors hop, 4, est-ce qu'on en a encore? Tiens, on va en faire une dernière. Tiens, allez, une petite dernière. Alors selon une étude, quelle est la station la plus anxiogène du métro parisien? Réponse
A. Stalingrad. Réponse B. Franklin Roosevelt. Réponse C. Châtelet. La station la plus anxiogène. La plus anxiogène, selon une étude. Hein. Je vais dire Châtelet, parce que c'est vrai que c'est le carrefour de Paris. Il faut savoir, pour ceux qui n'y vont jamais, que c'est là tu as le plus de RER, de métro qui se croisent. Ouais. Il y a une correspondance entre la A et la 7 qui doit durer 10-15 minutes. Ouais, c'est dingue. Ouais. Mais bon, ça, après, c'est l'architecture qui a été faite sûr, comme ça. Ouais. Mais je pense que vu le nombre de gens qui doivent circuler, ce serait intéressant d'avoir une question sur combien de gens passent par Châtelet, d'ailleurs. Ouais. Mais ça doit être Châtelet. Châtelet. C'est ça, hein? Eh ben non. Non, même pas? C'est Franklin Roosevelt. Je fais tout ce speech pour rien. Non, mais Franklin Roosevelt qui est où? Franklin Roosevelt, c'est sur la une. Et ouais, c'est ça, ouais. C'est vers les Champs-Élysées, non? Et absolument. Ah oui, c'est ça. C'est sur les Champs-Élysées. Et c'est la plus anxiogène. Pourquoi les pickpockets, là? Pourquoi? Bah alors là, pareil, je pense que ça, il faudra aller chercher. On va interviewer celui qui a fait les questions la prochaine fois. Non, mais j'ai trouvé que cette question est intéressante parce que spontanément, on n'aurait pas été sur cette réponse B. Donc c'est ça un peu l'intérêt du jeu, c'est qu'à chaque fois, il y a des... d'abord, on apprend des choses, donc on sort plus effectivement plus informé sur Paris, mais surtout, il y a des choses quand même assez étonnantes. C'était très intéressant en tout cas. J'aimerais qu'on finisse par une petite note positive. Alors, est-ce qu'on peut le dire en bout de la conclusion? Parce que vous finissez ça en parlant de ce qui pourrait être intéressant d'avoir que le citoyen pourrait avoir comme politique. Dans un monde instable et incertain, le citoyen attend surtout une vision, un cap et un projet commun, seule matière première possible à une parole publique solide, sensée et utile. Alors je vais pas lire toute la conclusion, je laisserai les gens aller la voir, mais pour vous, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait être intéressant pour avoir un monde cohérent pour demain, pour le citoyen? Qu'est-ce qu'il faut au niveau du politique? Alors, déjà, la cohérence du monde, ça, je laisse ça aux experts. Quel serait l'homme politique idéal? Mais moi, je suis de nature plutôt optimiste et je dirais que, et je suis même optimiste à l'avenir pour une raison très simple, c'est que je pense que des crises naissent les grands hommes et les grands destins. Donc, comme on est dans une ère multicrise, il est possible qu'on ait l'émergence d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, qui puisse avoir du bon sens et de l'audace et surtout du courage de faire les choses. C'est une chose de dire, mais surtout c'est une autre de faire. Donc du silence et de l'action en politique. Voilà. François Bellet, merci beaucoup d'être passé une nouvelle fois sur notre plateau. Et l'homme politique, vous pouvez aller retrouver ce livre, L'homme politique face au diktat de la com, aux instituts Diderot. Votre dernier livre, la dernière fois, on vous avait reçu pour le nouveau spectacle politique, qui était un essai, une critique du spectacle contemporain. Et sur la mise en scène du politique. À l'heure des réseaux sociaux. Sa recherche du like permanent. Voilà, exactement. Et donc, la traversée de Paris, vous pouvez y aller. Le premier qui arrive à la cérémonie d'ouverture des Jeux en préservant sa santé mentale remporte la partie. Voilà. Merci de m'avoir invité. Les gens peuvent le trouver, même en magasin. Oui, essentiellement sur les plateformes numériques. Donc, essentiellement sur la plateforme numérique, ça se commande. Donc sur Amazon. Vous attendez d'avoir un distributeur physique ou... sans discussion, mais en tout cas, on le lance comme ça. Un peu comme des labels indépendants, comme s'ils se faisaient à l'époque dans la musique. Et donc là, disponible sur Amazon et disponible sur latraversée-de-paris.fr. Et c'est quoi déjà pour les âges et tout âge, globalement on peut jouer c'est à partir des petits. C'est à partir de 14 ans parce que les thématiques sont plutôt sociétales. Je pense que ton petit cousin de 10 ans peut s'éclater. Voilà, chacun peut effectivement y jouer, s'amuser des dessins où il y a même effectivement Bourvil et Jean Gabin qui sont perdus au milieu d'un Paris d'aujourd'hui et qui comprennent visiblement pas trop ce qui se passe. Et voilà, et ça c'est aussi une petit clin d'œil de Bourvil et Gabin qui très très drôle, qui sont perdus dans l'époque d'aujourd'hui. Merci encore une Merci fois, à vous. François Bellet. Et n'hésitez pas à nous, on compte sur vous, on compte sur vos dons, puisque François fonctionne aussi de manière indépendante, comme pour ce jeu. On avance exclusivement parce que vous nous soutenez, pas de subvention à François, donc n'hésitez pas à aller sur francois.fr/soutien. On sait que c'est difficile puisqu'il faut donner à énormément de médias, des gens indépendants qui se battent de partout. Mais voilà, on a besoin de vous pour continuer à avancer. Merci encore. À bientôt. À bientôt, au revoir.